Revenons brièvement avec mon prochain invité sur la fusion Pfizer-Allergan, Philippe Leblanc de Cotisant. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Quand même une fusion de 160 milliards. On veut racheter pour de nombreux milliards de dollars en actions au cours des prochaines années. On veut faire des économies d'échelle de 2 milliards, mais est-ce qu'on va véritablement créer de la richesse? C'est le gros point d'interrogation que tout le monde se pose. Je n'ai pas suivi cette transaction-là. Je ne sais pas des compagnies qu'on suit de très près, mais ce que je peux dire, c'est qu'historiquement, ce genre d'acquisition-là, de fusion, c'est rare que ça crée énormément de valeur. On verra avec le temps, mais l'histoire nous démontre que ces acquisitions-là ne créent pas nécessairement de valeur. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça ne crée pas de valeur, justement? Généralement, on paye un plein prix. Puis on est un petit peu optimiste quant aux économies d'échelle qu'on peut aller chercher, aux synergies qu'on peut aller chercher. Donc, en tout cas, on verra. C'est certain que c'est possible. Il y en a dans certains cas qui créent beaucoup de valeur, mais en moyenne, c'est pas le cas. Revenons à notre sujet aujourd'hui. On parlait un peu des fonds communs de placement. Rares sont ceux, en tout cas, qui gèrent les fonds communs, qui réussissent à battre l'indice de référence, ou même les indices tout court. Ça m'inquiète toujours un peu quand je vois que 85 des fonds communs qui n'arrivent pas à faire le rendement espéré. Il y en a des gagnants quand même là-dedans. Là. C'est quoi les caractéristiques d'un fonds commun qui est gagnant? Il y a M. Michael Maubusin qui a écrit un livre qui s'appelle More Than You Know, que j'ai lu récemment, qui en parle justement. Il a fait une étude, il a regardé tous les fonds d'action américains jusqu'en 2006, pour les 10 ans allant jusqu'en 2006, pour essayer d'identifier les caractéristiques de ces fonds-là. Donc, les fonds qui ont battu les marchés pendant la période. Il en a identifié 4. Premièrement, un faible taux de roulement. Donc, c'est des fonds en général qui transigent beaucoup moins que la moyenne. On parle de 35 de taux de roulement par rapport à environ 89 pour l'ensemble des fonds. Deuxièmement, des portefeuilles beaucoup plus concentrés que la moyenne. Si on regarde les 10 plus importantes positions de ces fonds-là, ça représente 35 de leur portefeuille par rapport à environ 20 pour l'indice S&P 500. Donc, plus concentré. Également, généralement, ils ont tous un peu la même philosophie d'investissement qui est axée sur la valeur. D'ailleurs, M. Buffett avait déjà parlé de ça. Il avait demandé comment est-ce possible que certains gestionnaires battent les marchés, puis il avait dit ils ont tous la même philosophie d'investissement valeur. Donc, c'est le cas dans ce cas-ci également. Puis l'autre point qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais que je considère important, c'est qu'ils sont souvent localisés à l'extérieur des grands centres. Puis j'en ai déjà parlé dans un de mes blogs. Je pense que c'est important pour nous, en tout cas chez Cotisant, d'être loin du bruit, d'être loin de l'action, d'être loin des distractions de Montréal. Puis Montréal n'est pas le plus grand centre financier, c'est encore pire à New York. Donc, généralement, si on peut voir les gestionnaires qui ont réussi à battre leurs indices, sont dans des plus petites villes, par exemple Memphis, Omaha ou Baltimore. Ils ne sont pas nécessairement en plein centre-ville de New York. Oui, parce que là, on peut être distrait par toutes sortes de choses un matin, puis être entraîné aussi dans la vague d'un titre qui est en train de se faire dévisser en bourse. Généralement, les gestionnaires qui réussissent à mieux faire que les autres, c'est parce qu'ils font différemment. Si on est avec tout le monde dans l'action de New York, de Manhattan, c'est plus difficile d'aller à contre-courant. Oui, et à ce moment-là, c'est plus facile de commettre des erreurs qui sont parfois peut-être pas irréparables, mais qui causent un certain tort quand même au fond. Exactement. Il faut aller à contre-courant, il faut avoir la conviction de ses propres idées. Mais c'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Parce que parfois, tu vas à l'encontre du reste du marché, puis même si tu as une certaine réussite ou une réussite certaine, parfois tu te fais regarder avec des gros yeux au niveau financier. Exactement. C'est certain que, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est qu'on peut avoir tort à l'occasion, c'est certain. On va avoir tort dans le futur aussi. Mais d'aller à contre-courant, ce que ça fait, c'est que ça diminue le risque parce qu'on paye moins cher. Donc ça diminue. Donc je crois que ça résume bien, à mon avis, pourquoi il y a certains gestionnaires qui réussissent à battre les marchés. Bon, regardons un peu Métro. Justement, on parlait d'aller à contre-courant. Il y a bien des investisseurs à qui je parle qui disent, pour aller chercher des rendements, ils croient en tout cas qu'il faut investir dans les secteurs de croissance, dans la technologie, dans la biotechnologie, des plus petites sociétés aussi qui ont plus de potentiel selon eux. Mais l'exemple de Métro est assez percutant. Là. Ça prouve un peu le contraire. C'est pas nécessaire d'investir dans une petite biotech pour aller chercher des rendements intéressants à long terme. Puis Métro, si vous regardez l'historique de Métro depuis de nombreuses années, il a créé énormément de valeur avec un modèle d'affaires qui est quand même très simple. On peut évidemment
aller dans leur magasin puis comprendre ce qu'ils font, c'est pas très compliqué. Puis c'est également un modèle d'affaires qu'on peut voir où est-ce qu'ils vont être dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Ils vont probablement faire exactement la même chose avec des concepts qui vont avoir été adaptés. Qu'est-ce qui est leur secret dans une industrie où la marge bénéficiaire est quand même relativement faible? On parle d'alimentation ici, là. C'est pas un endroit où il y aura des marges de 15-20 là, chaque année, c'est pas ça. Là. On réussit quand même à dégager de bonnes marges, mais avec en fait, des bons profits, mais avec une marge qui est quand même relativement mince. Ce sont des bons opérateurs. Exactement pourquoi, c'est difficile de comprendre. Pourquoi exactement, qu'est-ce qui fait la différence entre Métro et les autres épiciers? Mais une chose est certaine, on regarde les chiffres, on regarde l'historique de la compagnie. Il est clair qu'ils font des choses qui sortent de l'ordinaire dans leur industrie. Ils font très attention aux coûts, ils sont très efficaces, ils investissent aux bons endroits, ils distribuent très bien leur capital, l'allocation du capital qui est une clé importante. Ils l'ont très bien fait au fil des années. Puis ça paraît dans les chiffres, on le voit clairement. Si vous regardez l'historique, par exemple, si je regarde la croissance des profits de l'entreprise au cours des 15 dernières années, profit par action, une croissance de 12,2 annuel composé, ce qui est exceptionnel. Le rendement de l'avoir moyen de l'entreprise au cours des 15 dernières années, 18,7 C'est mieux que la plupart des compagnies de haute technologie. Également, aussi, quand je dis que la compagnie fait un très bon travail au niveau de l'utilisation de son capital, ils ont racheté des actions constamment. Au cours des 15 dernières années, on parle d'une diminution d'à peu près 20 du nombre d'actions. Et finalement, ils ont toujours eu une très bonne santé financière. Dans le moment encore aujourd'hui, ratio dette nette avoir d'à peu près 43 ce qui est quand même très bas. Puis ça ne tient pas compte du fait qu'ils ont encore l'équivalent d'à peu près 8 par action d'actions de Couche-Tard. Okay. Ils ont vendu la moitié de leurs actions il y a quelques années. Il reste encore la moitié. Puis cette moitié-là continue de s'apprécier. Le titre de Couche-Tard fait très bien. C'est de l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser un jour s'ils ont besoin de faire une acquisition importante. Bon. Quand on regarde le rendement annuel composé, là, à 17,4 il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se vanter de ça, à part de Couche-Tard. Mais... Exact, effectivement. Puis 17,4, le point à noter, c'est que ça exclut les dividendes. Si j'inclus les dividendes, c'est sensiblement plus élevé. On peut parler facilement de 20 c'est ça, je voulais dire, 20-21, là, probablement. Oui, exactement. Hein? C'est quand même pas mal. Quelqu'un qui aurait investi 10 000 dans le titre de Métro il y a 15 ans, ça vaudrait au-delà de 108 000 aujourd'hui. Ça donne une bonne idée du succès de la compagnie. Alors donc, on multiplie par 10 assez facilement. Là. Quand on regarde le titre, d'ailleurs, depuis janvier 95, où ça valait à peu près 1,5 pièce au plus, rendu presque à 40 $ aujourd'hui, on voit que le rendement... Oui, j'ai parlé du rendement depuis 15 ans, mais si on regarde encore plus loin, c'est encore plus percutant, c'est encore plus incroyable. Comment on peut, outre bien sûr, il y a toujours ce secret alentour de cette entreprise-là, de la façon dont la gestion est menée. Quand on fait des comparables avec, par exemple, soit le maison mère du GA, quand on regarde Empire, par exemple, quand l'Obla qui a eu tellement de misère de toutes les façons possibles et inimaginables, Métro a toujours resté, c'est un peu, ça me donne en plein l'idée de votre premier segment, c'est de garder et rester focusé. Simplicité, je dirais. Puis l'autre point aussi que je crois très important, c'est que dans les épiciers Métro, ce sont des propriétaires. Ça fait une grande différence lorsqu'ils sont plus près de leur communauté, ils sont plus près de leurs clients, puis ils s'occupent de leur magasin de façon... c'est certain qu'un propriétaire va gérer son entreprise différemment qu'un gérant d'épicerie. Ça, c'est certain. Puis ça paraît dans les détails. Le détail, le commerce de détail, c'est une business de détail, puis un propriétaire va s'occuper davantage des détails, c'est clair. Donc, je pense que c'est plein de petits éléments qui font que, si on regarde l'historique de Métro, ils sont de très bons opérateurs, puis ça se traduit par des chiffres, par des marges plus élevées, puis par un rendement exceptionnel pour les actionnaires. Est-ce qu'on se trompe en disant que Métro a réussi à garder ses magasins comme des magasins de proximité, même s'ils ont grossi, là? Oui, ils sont plus près de leur communauté, c'est des magasins... je pense que c'est ça, effectivement. Ils sont bien situés, parce que c'est souvent des magasins qui existent depuis longtemps. Donc, ils ont des bons emplacements, puis ils ont des dirigeants ou des propriétaires qui sont près de leur clientèle. Bien, merci beaucoup, Philippe Leblanc. Merci. Merci, Philippe Leblanc de Code100. Restez des nôtres, on prend une petite pause et Yves revient, on répond à vos questions. À tout de suite.